Bonjour tout le monde. On m'entend? Parfait. Oui, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette présentation intitulée Data Mesh et DataOps, ou le DevOps appliqué au monde des données. Donc, avant de commencer, juste pour un peu faire le tour de la salle, qui ici vient d'équipes ou qui sont des développeurs qui travaillent avec des équipes, dans le fond, de données? Donc, BI, Big Data, Machine Learning, peu importe. Super, je vais lever la main aussi. Puis, qui travaille dans le monde de développement logiciel, développement .NET, Java, COBOL, peu importe. OK, bon, vous êtes la majorité. Fait que ça, dans le fond, la présentation, c'est vraiment pour un peu tout le monde. C'est vraiment par rapport, justement, au Big Data, au BI et tout ça. D'abord, je vais commencer par me présenter. Moi, je suis Chérif Benna, lead architect chez Ticketmaster. Je trouve ça drôle qu'Antoine ait mentionné Ticketmaster dans sa présentation, mais voilà. Donc, moi, mon parcours, jusqu'à ce que qu'on me donne un mandat au niveau des données, mon parcours, c'était développement logiciel. Donc, je faisais du DevOps dans des équipes Java, .NET, ce genre de choses-là. Puis, récemment, peut-être il y a 2 ans, on m'a vraiment confié tous les produits, tous les data products au niveau Ticketmaster. Dans le fond, c'est les outils qu'on donne à nos clients, des rapports, des tableaux de bord, des choses de même, des outils pour nos clients pour gérer leurs événements. Okay? On m'a donné le mandat, finalement, de moderniser ça, trouver une architecture cible. Puis, immédiatement, il y a une chose qui m'a frappé, c'était que toute la tendance DevOps, que vous avez sûrement entendu parler ici, soit aujourd'hui ou dans les autres Agile Tours ou ailleurs, je pense que DevOps, ça fait à peu près 10 ans que ça existe. Ça fait 10 ans qu'on développe ça puis qu'on met ça en place dans les différentes équipes. Mais le DevOps n'est pas encore arrivé du côté données. Okay? J'allais dans les équipes données, puis tout était encore manuel, tout était encore comme dans le bon vieux temps. Juste pour vous donner une idée, dans le fond, au niveau, par exemple, d'architecture, ce qu'on appelle les data warehouse et tout ça, c'était encore des concepts très monolithiques. Tandis qu'en développement logiciel, on parlait de microservices, d'architecture justement hexagonale et des choses de même. On a des pratiques de développement solides, clean code au niveau logiciel, mais au niveau données, on n'a pas l'équivalent. Et ainsi de suite. Donc, les tests sont manuels au niveau données, mais au niveau logiciel, on avait automatisé les tests. Même chez Ticketmaster, on est rendu à faire des déploiements plusieurs fois par jour, complètement automatisés. Mais quand on arrive du côté données, c'est un peu le choc de retrouver finalement les bons vieux déploiements avec des plans de déploiement manuels. Par contre, au niveau données, on a des atouts qui sont indéniables. Donc, le volume de données, on parle d'un volume de données qui est complètement ailleurs par rapport à des logiciels opérationnels. Les logiciels opérationnels, quand la BD atteint un 10 GB, un 100 GB, on commence déjà à se poser des questions, on commence à segmenter, on commence à archiver les données. Mais au niveau Big Data, au contraire, on veut le plus de données possible. Portée historique, dans les bases de données opérationnelles, on va garder les données juste pour faire les opérations, puis après ça, on n'en a plus besoin. En Big Data, on veut tout garder. On va garder autant qu'on peut, jusqu'à temps que légalement, on ait besoin de s'en débarrasser. Puis la variété des données, c'est varié. Puis on a aussi cette approche de donner finalement les données à des clients, à des gens qui ne sont pas nécessairement techniques, puis leur permettre finalement de bâtir leur tableau de bord. Vous avez sûrement entendu parler de tableau Power BI, même qu'il y a une conférence sur Power BI, je pense, aujourd'hui. Donc, c'est des outils qui permettent à des utilisateurs qui ne sont pas nécessairement des développeurs, peut-être des experts du domaine, pour faire leur propre rapport, leur propre tableau de bord. Fait que comment qu'on fait? Dans le fond, moi, le but de ma présentation, c'est vraiment d'amener un peu le DevOps dans le monde du Big Data, puis de voir comment on peut faire, puis comment adapter finalement le DevOps dans le monde du Big Data. Fait que, ce qu'on peut voir dans le fond, c'est qu'on assiste à 2 solitudes. Tu as le développement logiciel et les gens de BI, les gens de Big Data. Moi, ça représente un peu ce que j'ai vécu, mais en même temps, il y a plusieurs... Je parle à d'autres personnes, puis c'est un peu la même chose dans toutes les entreprises. On se voit de loin, on travaille ensemble un peu, mais on dit comme, ouais, je ne comprends pas trop ce qu'ils font. Puis du côté data, c'est la même chose. Ils nous voient faire du DevOps, mais ils ne savent pas trop c'est quoi. Fait que ça donne les 2 solitudes. Puis, bien sûr, mon objectif, c'est de régler ça. Donc, pour commencer, dans le fond, notre parcours, on va regarder c'est quoi les équipes de Big Data
aujourd'hui, surtout de manière traditionnelle. Comment on a monté ces équipes-là traditionnellement? Fait une organisation typique a souvent l'air de ça. Que ce soit chez nous, chez Ticketmaster, ou partout où est-ce que j'ai été, on a toujours un peu ce setup-là. On a des producteurs de données, à gauche complètement, et des consommateurs de données. Okay? Puis entre les deux, on a notre équipe Big Data, notre équipe BI. Puis son rôle à l'équipe BI, finalement, c'est de fournir des données à tout le monde. À prendre des données de tout le monde, puis les fournir à tout le monde. Puis ça a été fait by design. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, bien, gérer des données, gérer des gros volumes de données, c'est une spécialité technique. On a absolument besoin de gens spécialisés pour faire ça. Ce qui n'est pas nécessairement faux. Mais autour de ces équipes-là, dans le fond, les producteurs, les consommateurs, tu sais, c'est qui les producteurs de données? Bien, c'est des systèmes opérationnels. C'est des systèmes de mission, les applications web, les applications d'e-commerce, c'est eux qui produisent des données. Puis les gens qui utilisent ces données-là, bien, encore là, c'est la même chose. Souvent, c'est des systèmes opérationnels, des systèmes de mission dans lesquels on a intégré des rapports. Okay? Ces gens-là, ces équipes-là sont multidisciplinaires. T'sais, avec le DevOps, on dit bien, il faut avoir un PO, des développeurs, des analystes, même que les développeurs sont multidisciplinaires. On n'a pas juste des développeurs Java, on a des gens d'infra, on a des développeurs full stack, sont multidisciplinaires. Tandis que dans l'équipe Big Data, qui est déjà spécialisée pour gérer les données, on crée d'autres spécialités. Donc, on a des gens qui modélisent les données, des gens qui développent les ETL, puis des gens qui déploient puis qui monitorent les ETL. Puis ce n'est pas les mêmes gens. Donc, c'est très segmenté par spécialisation technique. Puis en dessous de ça, on a une équipe de gouvernance qui, elle, même chose, doit gouverner un peu l'ensemble de l'œuvre. Puis, c'est sûr que si on connaît notre loi de Murphy, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent ça ici, la loi de Murphy dit, en somme, l'architecture qui va sortir, dans le fond, de cette organisation-là va un peu refléter cette organisation-là. Donc, vous pouvez remarquer que cette organisation-là est très centralisée autour de l'équipe Big Data, mais l'architecture qui va en découler va être aussi très centralisée. On a nos producteurs de données qui envoient toutes leurs données dans un data warehouse ou un data lake, peu importe la technologie que vous prenez. Puis on a même segmenté notre data lake selon des fonctionnalités techniques. La première partie, on nettoie les données. Deuxième partie, on structure les données. Troisième partie, on les rend utilisables. C'est très segmenté par spécialité. Puis après ça, les consommateurs peuvent les utiliser. Bon, c'est quoi, dans le fond, les problèmes qu'on voit avec cette architecture et cette organisation-là? Mais c'est que dans le fond, l'équipe de Big Data, ou l'équipe de BI, là, je les utilise un peu interchangeablement, c'est qu'ils sont pris en sandwich entre les producteurs et les consommateurs. Okay? C'est des experts techniques avant tout. T'sais, on a créé une équipe data. Il n'y a aucune compagnie dont l'objectif ou le produit, c'est le big data. Souvent, on a un produit, puis on utilise le big data comme technique, ou le BI, comme technique pour y arriver. Okay? Donc, ce n'est pas des experts du domaine d'affaires, souvent. En fait, il faut qu'ils soient experts de tous les domaines d'affaires. Puis ça, à une certaine taille d'organisation, à un moment donné, il n'y a personne vraiment qui peut être expert de tous les domaines d'affaires. Il n'y a pas d'équipe, finalement, qui peut arriver là. Ils deviennent souvent un goulot d'étranglement, au final. On voit souvent des backlogs d'équipes BI qui sont très, très garnis. Je sais que toutes les équipes ont des backlogs qui sont généralement plus gros que ce qu'ils peuvent prendre, mais souvent les équipes BI, c'est pire. Puis on attend des années après des projets, puis ça ne débloque pas. Puis encore là, ce n'est pas la faute des équipes elles-mêmes. Comme je dis là, je pense que le message que je veux véhiculer, c'est qu'on leur donne vraiment une mission qui est très, très, très difficile, voire impossible. Bien sûr, tout ça dans un contexte où est-ce que le marché, les tendances environnementales, les tendances qu'on voit là, dans le marché économique, c'est que les données, on va en avoir de plus en plus. Ils vont être de plus en plus variés. Les technologies sur lesquelles ces données-là vont être de plus en plus variées. Donc, l'époque qu'on avait une compagnie sur une seule technologie, comme, mettons, Oracle, puis toutes les BD étaient sur Oracle, puis on avait plein de DBA qui pouvaient maintenir ces données-là, ça, c'est plus vrai, là. On a de plus en plus de types de bases de données, des NoSQL, on fait des acquisitions de compagnies, puis eux, ils arrivent avec leur autre technologie. Donc, la fragmentation est en hausse. Les 3 V du Big Data, c'est en forte croissance, vélocité, volume et variété. L'environnement d'affaires devient de plus en plus complexe, transformation numérique qui s'accélère, ça je pense que tout le monde l'a vu,
L'avènement de l'IA, l'intelligence artificielle, ça change complètement notre rapport aux données. Puis une pénurie d'expérience et de connaissances, ce qu'on appelle couramment la pénurie de main-d'œuvre. Donc, le résultat, dans le fond, c'est qu'on a beaucoup d'attentes envers nos équipes de données, mais malheureusement, ces attentes sont généralement pas remplies, ou du moins pas à la hauteur qu'on aimerait. Puis c'est là que DataMesh rentre en jeu. Donc, DataMesh, c'est une approche qui est proposée pour venir un peu changer ça. Puis c'est un peu ça que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc, DataMesh, bon, j'ai mis le screenshot du livre parce que, bien sûr, il faut tout le temps avoir un livre derrière chacune des approches. Il y a plusieurs livres, mais ça, c'est comme le livre de référence qui est écrit par Zhamak Dehghani, qui, elle, a beaucoup développé ce concept-là. Puis, vous pouvez voir, là, elle a beaucoup d'articles là-dessus et de présentations comme un peu la mienne. Donc, qu'est-ce que DataMesh? Donc, c'est une approche sociotechnique décentralisée qui vise à organiser le partage, l'accès et la gestion des données analytiques dans un environnement complexe d'une grande organisation. Okay. Grosse définition, on va la découper un peu. Donc, première partie, approche sociotechnique. Okay. Qu'est-ce qu'on veut dire par sociotechnique? Ça veut dire que c'est une façon d'organiser le travail technique. Donc, ce n'est pas purement des outils techniques, c'est une approche organisationnelle d'avant tout, mais bien sûr, une approche organisationnelle pour des équipes techniques, pas une approche organisationnelle générale qu'on peut appliquer dans tous les cas. Décentralisé, ça c'est le deuxième composant, puis c'est bien important, c'est la coupure principale entre DataMesh et ce qu'on avait comme approche avant, c'est-à-dire les approches de data warehousing, où est-ce qu'on visait à centraliser. Okay? C'est vraiment une grosse différence. Données analytiques, donc c'est vraiment pour votre big data, vos rapports, vos tableaux de bord, ces choses-là. Pour les systèmes opérationnels, bien sûr, vous savez, on a le DevOps, et le DevOps, puis le DataMesh. DataMesh, dans le fond, est fortement inspiré de DevOps. Donc, ce n'est pas deux approches concurrentes, c'est vraiment le DataMesh reprend des idées de DevOps pour les appliquer au data. Et grande organisation, ça c'est bien important, vous pouvez être à une taille d'organisation, une PME, mettons, où est-ce que vous avez une seule équipe centralisée de gestion de données, puis ça fait la job. DataMesh, dans le fond, arrive quand on atteint une certaine taille, puis je ne peux pas vous dire exactement le nombre d'employés, mais vous allez le sentir. Vous allez sentir cette douleur-là, où est-ce que l'équipe ne peut pas être spécialiste de tout. Donc, pour illustrer, dans le fond, le changement proposé par DataMesh, je vous ai préparé le diagramme suivant, qui, dans le fond, reprend le diagramme que j'avais précédemment, qui expliquait un peu l'organisation d'une équipe là, de data, mais on a mis le DataMesh dessus. Donc, on a toujours les consommateurs et les producteurs. Puis, qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Je vais essayer de pointer. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux ici? Bien, c'est ce qu'on appelle des data products. Les data products, dans le fond, c'est une partie des données de l'entreprise qui sont orientées par domaine. Donc, ici, on a le domaine client, par exemple. Par exemple, si vous avez un système de gestion de clients, bien, eux vont peut-être s'occuper du domaine client. Puis, ils vont mettre à disposition de tous un data product, dossier client. Puis, ils vont le maintenir. Puis, bien sûr, plusieurs consommateurs vont pouvoir l'utiliser. OK? Puis, même chose pour les produits, les ventes, la livraison. En fait, ça, c'est comme une version simplifiée de plus ou moins ce qu'on fait chez Ticketmaster. Là. On vend des produits, on fait des livraisons de billets, fait que c'est pas mal, puis on fait que les gens rentrent dans les événements. Puis du côté des consommateurs, même chose. On crée des data products basés sur des data products de domaine. On crée des data products qui viennent enrichir les données, viennent combiner les données ensemble, viennent ajouter du sens aux données pour, après ça, qu'ils soient prêts à l'exploitation. Dans le fond, on a par exemple l'équipe de rapport qui peut faire un cube sur les statistiques de vente. On a une équipe application web qui peut avoir une base de données d'indicateurs de performance qui, elle, est peut-être updatée en temps réel. Puis vous voyez ici, peut-être que la technologie n'est pas la même. Et eux, ils ont décidé d'utiliser une baisse mémoire parce qu'ils ont besoin d'une plus grande rapidité. Donc, on veut aussi dire que chaque data product a une certaine latitude dans les technologies qu'ils peuvent prendre. On n'est pas 100% dans la même data warehouse, dans la même technologie nécessairement. Puis après ça, les gens de data science, ils peuvent avoir ce qu'on appelle un feature store, là, qui est une vision mathématique finalement des données qui peuvent rentrer, le cruncher dans leur modèle complexe là, d'apprentissage machine. Bon, là, en regardant ça, il y a une question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui est arrivé de l'équipe BI? Bien, l'équipe BI ne disparaît pas. Elle est rendue ici,
et ici. Et aussi ici. Fait que, une chose qui va arriver, c'est premièrement, l'équipe BI devient plus une équipe d'accompagnement. Donc, à place que toutes les demandes de rapport, toutes les demandes de sortir des données passent par la même équipe, bien, cette équipe-là devient des accompagnateurs pour que toutes les équipes de l'entreprise peuvent potentiellement créer des data products ou utiliser des data products. Okay? Fait que ça, c'est bien important. Comme je dis, la partie gouvernance ne disparaît pas. On continue d'en avoir besoin, mais on va voir que c'est sûr que leur job va changer un peu. Puis, bien sûr, nos petits développeurs d'ETL ou les autres rôles que vous avez, data analyst, tout ça, bien, ils vont se distribuer un peu partout dans les équipes. Okay? Encore là, dans l'esprit de rendre des équipes qui sont nos équipes là, agiles de développement de produits, dans la mesure de les rendre, dans le but de les rendre multidisciplinaires, encore plus multidisciplinaires qu'avant. Okay? Donc, un peu comme on a fait avec le DevOps, on a combiné la partie infra avec la partie développement logiciel, bien là, on combine aussi la partie données avec le développement logiciel. Comme ça, on a une vision complète, dans le fond, du produit qu'on offre. Dans le fond, pour y arriver, le Data Mesh propose 4 principes. Orientation domaine, pensée produit, la plateforme DataOps, livre-service, puis la gouvernance fédérée. Puis ça, on va voir chacun des principes un à un pour, dans le fond, un peu expliquer puis concrétiser comment mettre en place Data Mesh. Donc, le premier, l'orientation par domaine. Ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Encore là, Data Mesh reprend des choses qui existent déjà. Dans le fond, l'orientation par domaine, c'est une première façon de découper notre entreprise. Okay? Votre entreprise fait plusieurs choses, a plusieurs domaines d'affaires. Bien, dans le fond, on peut découper ça en plusieurs domaines, puis c'est la première façon de décentraliser. Puis ça, c'est basé sur, bien sûr, Domain-Driven Design. Ces principes-là restent encore vrais. C'est sûr que ce n'est pas une présentation de Domain-Driven Design, mais c'est vraiment basé là-dessus. Puis Domain-Driven Design, dans le fond, c'est juste une façon de découper vos domaines d'entreprise et de bien modéliser chacun des domaines basé vraiment sur le langage d'affaires que les gens utilisent, le langage de tous les jours, finalement, qu'ils utilisent. Par exemple, dans les entrepôts de données, on a souvent ce qu'on appelle un modèle de données d'entreprise. Puis souvent, bon, il y a des gros méga, des modèles là, qui peuvent être plusieurs pages, là, des fois on imprime puis on les met sur le mur. Fait qu'on peut avoir un domaine d'entreprise. Bon, ça c'est un domaine très très simple. Mais tout ce qu'on a à faire au niveau orientation domaine, c'est vraiment de venir compartimenter les domaines le modèle en plusieurs domaines. Donc, on sépare le modèle en plusieurs domaines. Pourquoi faire ça? C'est que chacun des domaines, maintenant, peut, de manière autonome, développer son domaine. Puis ça, on confie ces domaines-là à des gens qui sont spécialistes de ce domaine-là. Okay? Fait qu'à place d'avoir une équipe qui est spécialiste de toutes les données d'entreprise, ce qui, comme je dis, est mission impossible, on trouve les bonnes personnes, on trouve les équipes qui sont déjà en charge de ces domaines-là, puis on leur donne le rôle, finalement, de maintenir un modèle. Puis je vais vous dire que d'habitude, ces équipes-là ont déjà un modèle. Donc, c'est un peu ça. Donc, si on revient à notre organisation, fait que ces équipes-là ici, là, clients, produits, tout ça, bien, leur data product, ils exposent le modèle de domaine de l'entreprise. Puis là, bien, après ça, tout le monde dans l'entreprise peut venir exploiter ces données-là avec la bonne modélisation, telle que comprise par les gens du domaine. Deuxième principe, c'est penser produit. Donc, j'ai parlé de data product beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'un data product? Donc, dans le fond, c'est des données, oui, mais c'est des données qui sont exposées, qui sont mises là pour faciliter la découverte, l'exploration et l'utilisation de ces données-là. Donc, c'est vraiment des données qui sont là pour faciliter la vie des gens qui vont les utiliser. C'est défini par ce qu'on appelle un data contract. Okay? Qu'est-ce qu'un data contract? Je vous ai mis un exemple ici. Donc, un data contract définit plusieurs choses. Data contract, ça ressemble beaucoup à ce que vous faites quand vous définissez un API. T'sais, avec un API, on a un modèle de données, puis on définit plusieurs. Je suis content que la présentation précédente, on a parlé de critères de qualité, parce que ça aussi, on va en définir dans notre API, le temps-réponse, le SLO de disponibilité, excusez. Donc, c'est la même chose qu'on va faire ici. On va définir, par exemple, d'où nos données proviennent. Ça peut être des systèmes opérationnels, ça peut être d'autres data products. On va expliquer un peu ce qu'on fait avec ces données, donc, en gros. Là. Puis après ça, on a ce qu'on appelle notre port de sortie, comment on peut faire pour consommer ces données-là. Ça peut être en SQL, ça peut être un API, ça peut être un fichier plat que vous déposez sur S3, peu importe. Après ça, on a des métadonnées. À qui appartiennent ces données-là?
c'est quoi le taux de le nombre d'années de rétention, c'est quoi la classification de sécurité. Après ça, on a des mesures d'observabilité, donc les critères de qualité qu'on a vus dans la précédente. On ne s'est pas parlé en passant, là, mais sont pas mal là. Donc, le taux d'erreur. Ça, c'est bien important. Là, la qualité au niveau des data products et au niveau des données en général est beaucoup plus variable que dans des systèmes opérationnels. Dans des systèmes opérationnels, on a vraiment une vision, ça marche pas. T'sais. Mais au niveau data, on ne peut pas appliquer la même approche. Il faut vraiment appliquer une approche un peu plus molle, puis dire on a un taux d'erreur. Un peu comme quand vous avez des sondages. T'sais, un sondage, ça le dit, le taux d'erreur est X%. C'est la même chose pour un data product. Puis c'est normal. Si ici, par exemple, j'ai mon data product qui combine des commandes puis des clients, bien, ça se peut très bien que je reçoive des commandes puis que le client ne soit pas encore arrivé. Juste parce que les clients, c'est un fichier sur S3 qui s'update une fois par heure. Puis ça arrive. Puis ça, il faut vivre avec ça. Donc, le taux d'erreur ici permet à votre consommateur de dire, OK, si le taux d'erreur est trop élevé pour moi, bien, ce data product-là ne convient pas. Si mon but, c'est d'écrire un chèque au bout de ça, c'est peut-être pas la meilleure façon de consommer les données. Par contre, la plupart des clients sont capables de vivre avec un taux d'erreur. La plupart des clients analytiques, les tableaux de bord, les gens qui veulent juste faire du décisionnel, sont capables de vivre avec un certain niveau d'erreur. Après ça, vous pouvez mettre, dans le fond, le délai, par exemple, auquel les données sont à jour. Les équipes de BI, généralement, ont parlé d'un 24 heures. Bien là, on va essayer de réduire ça. On va réduire ça, mais on n'est pas obligé de tout réduire tout le monde en même temps. Il y a certains domaines qui peuvent rafraîchir la donnée 24 heures, puis ça fait bien la job. Mais il y a d'autres domaines, comme nous, par exemple, les ventes. Bien, les ventes, on veut ça en temps réel. On veut que les ventes s'affichent sur notre tableau de bord pendant que ça rentre, pendant le on-sale de Taylor Swift. C'est vraiment... c'est là que vous allez définir qu'est-ce que votre data product offre. Puis c'est ça, là, en fond, vous pouvez aussi exposer un modèle de données, un dictionnaire de données, toutes les choses qu'on fait là, en modélisation de données qu'on faisait avant, bien, sont bons, ça reste là, mais c'est fait data product par data product. Puis bien sûr, un data product, c'est vraiment un produit comme les autres produits que vous avez. Donc, il y a un product owner qui est spécialisé en données. C'est sûr que le rôle change un peu, mais l'idée est la même. C'est qu'on a un backlog, on a des clients, on a des demandes, puis on a des critères de qualité et d'acceptation à vérifier. Donc, c'est exactement comme n'importe quelle équipe DevOps multidisciplinaire de développement. C'est sûr qu'en ayant toutes ces équipes-là qui développent maintenant des data products, on tombe peut-être avec un problème, c'est que là, il y a plein d'équipes qui n'ont pas nécessairement des compétences en Big Data ou en BI, qui vont se retrouver à rentrer là-dedans. Puis, je vais vous dire que ce n'est pas nécessairement évident au début. Donc, c'est là qu'on rentre la plateforme DataOps. Okay? La plateforme DataOps, dans le fond, elle permet à toutes ces équipes-là d'avoir des outils prêts à être utilisés pour commencer à faire du data. Donc, ils ne partent pas de zéro. Bon, le DataOps, dans le fond, c'est exactement comme le DevOps, mais appliqué au data. Là. En fait, le diagramme était pas mal le même. C'est juste qu'on a remplacé Dev par Data. Donc, c'est vraiment les outils, on offre aux équipes les outils qu'ils ont besoin pour faire le cycle de développement complet et pour être autonome là-dedans et pour être capable de surveiller leurs solutions. Par exemple, là, j'ai vraiment pris des diagrammes qu'on a chez Ticketmaster. Là. Dans le fond, nous, on a GitLab là, comme système là, de CI/CD. Donc, on a réutilisé GitLab. Puis, notre plateforme de données, c'est Databricks. Mais vous pouvez faire ça avec n'importe quelle technologie. Puis, c'est ça. Quand on a un commit, dans le fond, on package notre ETL. On roule les tests, exactement comme du logiciel. On roule des tests sur des données qu'on simule. Si les tests sont roulés, dans le fond, on va du côté déploiement. Là, du côté déploiement, c'est un peu différent parce que là, on déploie un data product. La première chose qu'on fait, nous autres, c'est ajuster les données selon les versions. Donc, par exemple, si on a ajouté un champ, dans notre base de données, on pousse ce champ-là. Des fois, il faut rouler du DML pour venir populer ce champ-là, mettre une valeur par défaut. Donc, ça, c'est un peu les petites différences entre le DevOps et le DataOps. C'est vraiment techniquement, quand vous allez le faire, il va y avoir un peu plus de code d'infrastructure à faire que, proportionnellement, en fait, qu'un développement logiciel typique là, en Java. Là. En Java, il va peut-être avoir 95% du code, ça va être du code Java, puis 5% qui va être de l'infra. En DataOps, je vous dirais que c'est 60-40 peut-être, 50-50 quasiment. Puis c'est normal, c'est un peu de même que ça fonctionne. Puis dans le fond, le code, le pipeline va aller créer toutes les ressources qu'on a besoin pour rouler cet ETL-là.
Si on regarde, si on regarde à plus haut niveau, le processus complet, dans le fond, nous, on offre vraiment une plateforme pour que les développeurs puissent déployer leur ETL dans un environnement de sandbox, qu'on appelle. Puis comme ça, ils peuvent faire leurs tests de manière isolée avec des données de test. Puis après ça, ils peuvent faire un merge request, un code review, exactement comme en DevOps. Par la suite, on fait le package. Si notre code review passe, on va dans notre environnement intégré. Si tout va bien, on va en pré-prod. Puis si tout va bien, on va en prod. Tout ça est automatisé. Bien sûr, c'est automatisé parce qu'on a des tests pour tout valider ça. À chaque fois qu'on déploie un ETL, on fait un petit test pour dire qu'on n'a pas rien brisé, même du côté déploiement. Parce que je vous disais qu'on roulait des tests sur le code lui-même, sur les ETL, mais il y a aussi le déploiement à tester pour dire, quand j'ai déployé ce nouveau champ-là dans BD, ça n'a pas brisé tout le reste. Un autre point très important dans le DataOps, c'est l'observabilité. Donc, vraiment, vérifier finalement vos critères de qualité. C'est bien beau vous mettre des critères de qualité dans un data contract. Si on ne le valide pas, ce n'est pas nécessairement mieux. Donc, qu'est-ce qu'il y a à valider? L'état de l'ETL, c'est vraiment simple, là, fonctionnel ou pas. Vous allez rire, mais quand je suis arrivé, on avait de la misère avec ça au début. Les ETL étaient down, personne ne le savait. Il fallait à la main vérifier chacun des ETL, puis dire « Ah, il est down finalement », puis on envoyait un courriel, puis tout le monde paniquait. Tandis que là, c'est automatisé. On a des alertes qui partent quand il y a un ETL qui est down, puis en fait, on a des retries aussi. Fait que ça, c'est pas mal mieux. Le volume de données par unité de temps, ça, c'est une autre affaire aussi. Là. S'il n'y a pas de données de vente qui rentrent en tout le temps, si on baisse en dessous d'un certain débit, là, on envoie une alerte. Parce que ce n'est pas normal. Nous, les ventes, ça rentre tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le délai de traitement, le taux d'erreur. Puis vous pouvez aussi surveiller, dans le fond, l'interrogation de données. Si les gens font des SQL sur votre big data, c'est quoi le délai de réponse, puis est-ce qu'il y a des requêtes problématiques? Ça, c'est le fun d'être proactif là-dessus. Ça vous permet aussi de savoir comment les gens utilisent votre produit, donc mieux connaître vos clients. Bon, dernier bout du DataOps, c'est gouvernance fédérée. Qu'est-ce que la gouvernance, premièrement? C'est vraiment de contrôler finalement l'accès aux données, la protection des renseignements personnels qui est de plus en plus importante. Il y a de plus en plus de lois qui sont mises en place pour protéger les données personnelles des clients, puis ça entièrement avec raison. Dans le fond, gérer un catalogue de data products. Donc, tous ces data products-là, c'est bien beau, mais il faut quand même avoir une équipe qui s'assure que tout le monde documente ces data products de manière relativement uniforme. Au moins, avoir une coquille qui est uniforme, puis après ça, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. La modélisation, la documentation, l'allocation des ressources et des coûts, ça c'est bien important aussi. Là, si vous êtes dans un environnement cloud comme Databricks ou Azure, vous allez le voir, là, les coûts vont devenir un enjeu assez vite. Puis, dans le fond, la gouvernance en data mesh, c'est sûr que ça amène une certaine difficulté. Parce que quand on avait une seule équipe, c'est facile de gouverner, on a une seule équipe, une seule structure hiérarchique. Mais en data mesh, c'est fédéré. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs équipes qui participent à la gouvernance. Puis on a une équipe de gouvernance, finalement, qui coordonne tous ces gens-là. Fait que c'est sûr qu'on a plus d'intervenants, puis on a plus de produits à surveiller. Puis surtout, quand vous allez commencer, il va y avoir des équipes qui sont beaucoup plus novices. Il y a des équipes là, qui vont arriver, là, ils ne savent pas pantoute c'est quoi du data, ils font du développement web, mettons, puis ils ne savent pas c'est quoi GDPR, mettons. GDPR, c'est la loi des protections de renseignement dans l'Union européenne, là, qui est souvent le modèle à suivre là, au niveau des lois. Fait, comment faire pour survivre dans ce contexte-là? La première chose que je peux vous dire, c'est automatiser. Il faut automatiser la gouvernance. Okay? Puis, il y a plein d'idées pour faire ça. Par exemple, vous pouvez faire un script qui va vérifier tout le modèle de données, qui vérifie toutes les valeurs, puis qui valide. Puis ça peut rouler en arrière-plan, là, on n'est pas pressé. Là, mais ça valide que, dans le fond, il n'y a pas de renseignements personnels qui sont dans la base de données. Du moins, s'il y a des renseignements personnels, on les connaît. Donc, vous avez une whitelist. Vous dites, OK, dans telle table, il y a des renseignements personnels. On la connaît. On sait que c'est bien géré. On sait que c'est conforme à GDPR. Mais si vous en trouvez d'autres qui ne sont pas dans cette whitelist-là, vous envoyez une alerte. Puis ça peut être mis en place même dans l'environnement de développement. Donc, aussitôt que l'environnement de développement est là, si quelqu'un crée un champ, ça a l'air d'un courriel ou ça a l'air d'un NAS peut-être, il y a une alerte qui se lance. Puis ça fait en sorte que c'est beaucoup plus facile après ça aux gens de gouvernance d'aller voir cette équipe-là puis de leur dire, de faire une intervention. T'sais.
Offrir des outils, dans le fond, il faut que la conformité soit le chemin de moins de résistance. T'sais. Si vous offrez des outils pour aider les gens à se conformer, c'est plus facile de prendre les outils que d'y aller manuellement. Puis les outils, dans le fond, vont de manière inhérente amener la conformité. Automatiser, puis déléguer une partie de la gouvernance. Donc, chaque équipe a une responsabilité au niveau de la gouvernance. Donc, l'idée de l'équipe de gouvernance, encore là, c'est d'accompagner, puis de dire, bien, regardez, vous autres, vous êtes responsables de valider, mettons, que vous n'avez pas ajouté des données personnelles. Si vous n'avez besoin d'en ajouter, venez nous voir. Prochaine façon de survivre, bien, sensibiliser et former les équipes. Ça, c'est bien important. Faire un survol. Quand vous onboardez, dans le fond, une équipe, faites un survol des données personnelles. Faites un survol des meilleures pratiques de développement. On peut créer une communauté de pratiques, etc. Et après ça, accompagner les équipes. Donc, c'est pour ça que je vous disais, il y a une équipe d'accompagnement. Votre équipe BI là, actuelle là, peut se transformer en équipe d'accompagnement parce que ça fait longtemps qu'ils en font. Ils savent c'est quoi les modalités en termes de protection des renseignements personnels, toutes les difficultés en termes de, mettons, légalement, on peut garder des données combien d'années dans la compagnie. Donc ça, c'est une bonne idée d'accompagner les équipes là-dedans. Bon, les bénéfices et limitations de DataMesh. C'est comme toute approche, on a des bons et des moins bons côtés. Les bénéfices, bien, l'accélération des initiatives qui visent les données, ça, je pense que ça va de soi. Parce qu'on en débloque plus. C'est niaiseux, mais s'il y a plus d'équipes qui travaillent sur du data, c'est sûr que toutes les initiatives de data vont accélérer. C'est pas sorcier. Meilleure communication entre producteurs et consommateurs. Puis je dirais même, les producteurs sont responsables de leurs données. Puis ça, dans le fond, c'est vraiment pour éviter le fameux garbage in, garbage out. Combien de fois vous avez entendu garbage in, garbage out? C'est bien beau de dire ça, mais c'est parce qu'il faut trouver une solution à ça. Puis dans le fond, DataMesh, c'est une des solutions. C'est vraiment de dire pourquoi ne pas donner aux producteurs le mandat de mieux comprendre les utilisateurs de données, puis finalement de fournir des données de meilleure qualité. S'ils comprennent mieux comment les données vont être utilisées, les données vont peut-être être de meilleure qualité. Bon, des produits plus performants, l'agilité organisationnelle, puis meilleure satisfaction générale. On sait que c'est mon but dans la vie de créer de la satisfaction un peu autour. Donc, au niveau des équipes, au niveau des utilisateurs, les bonnes personnes peuvent se parler. Donc, on n'a pas d'équipe intermédiaire qui est un peu pris entre deux chaises. Limitation, bon, j'en ai déjà parlé. Organisation de grande taille. Je ne peux pas vous dire exactement quand, mais vous allez savoir. Difficile de savoir où commencer. On va voir ma prochaine slide. Là, je vais développer un peu là-dessus. La gouvernance est plus complexe, on l'a vu. Comment un peu s'en sortir. L'expertise technique est à bâtir. Donc ça, je ne vous mentirai pas qu'il n'y a pas de spécialiste de DataMesh ou DataOps qui court les rues. C'est une compétence que vous devez développer à l'interne. Il y en a un peu aussi, là, mais je veux dire, on est rendu dans les débuts. Puis l'outillage DataOps et DataMesh n'est pas encore mature. Donc, on n'est pas rendu, le DevOps, ça fait 10 ans qu'on roule, on a des bons outils. Ce n'est pas la même chose dans DataOps. Bon, quelques conseils. Avoir l'appui des dirigeants, ça c'est toujours vrai, peu importe le projet que vous faites. Commencer, mais avoir l'appui des dirigeants, ça ne veut pas dire de faire un Big Bang. C'est commencer petit, puis étendez-les graduellement. C'est vraiment la meilleure. Par exemple, si vous avez une équipe BI aujourd'hui, mais que cette équipe-là a un backlog, puis le backlog est trop rempli, bien regardez si vous n'avez pas des éléments dans ce backlog-là que vous ne pouvez pas prendre puis faire ça en mode data mesh. Donc, à la place que l'équipe BI ait ça sur sa table, on va aller chercher une autre équipe, soit l'équipe qui demande les données ou l'équipe qui produit les données, n'importe une équipe qui est impliquée un peu dans ces données-là, puis on va leur donner un mandat, puis on va les accompagner là-dedans. Puis ça va débloquer des choses. Puis tranquillement, pas vite, vous allez voir votre data mesh se mettre en place. Puis on va créer des data products un peu partout, puis ça va commencer un peu le travail. Puis l'équipe BI existe encore pour l'existant. On veut pas... Ils font quand même du bon travail. Là. Être opportuniste dans le choix des projets, c'est juste une question de timing aussi. Réutiliser tout ce que vous avez déjà comme approche complémentaire. Là. Par exemple, le Master Data Management, ça ne disparaît pas. Ça vous donne, par exemple, votre modèle de données corporatif. Ben, c'est une bonne façon de commencer. C'est juste que vous prenez ce modèle-là, puis vous essayez de trouver comment les domaines là-dedans. Bon, puis l'architecture d'entreprise. Implémenter dans l'automatisation avant de grossir. Donc, voilà. Et investir dans l'apprentissage et la formation. Puis bon, rapidement, parce que je veux laisser quelques temps pour les questions. Donc, contexte d'entreprise, juste vous parler de DataOps chez nous.
Donc, juste le contexte d'entreprise, on est dans 36 pays, on a 9000 clients. 9000 clients, c'est-à-dire des gens qui utilisent notre plateforme pour vendre leurs billets dans leurs spectacles, donc des stades, comme le Centre Vidéotron, etc. 550 millions de billets vendus et 250 millions de fans annuellement. Donc, c'est beaucoup de données. Puis, on a, juste pour vous donner une idée, genre une vingtaine de data products. On a commencé petit, puis on a onboardé peut-être 7-8 équipes. Donc, on n'est pas encore rendu au niveau qu'on voudrait être. Puis, l'année prochaine, on va vraiment investir là-dedans. Donc, j'ai mis quelques screenshots là, de notre GitLab. C'est un petit pipeline là, de DataOps. Puis aussi notre monitoring là, avec le gros, j'aime bien le gros on, là, parce que c'est un peu ça notre problème au début. Puis ici, on a dans le fond le temps que ça prend aux données là, de traverser notre ETL. Et quelques ressources. Merci beaucoup. On a du temps pour des questions? Oui? Oui. Parfait. Si vous avez des questions, vous pouvez vous rapprocher aussi. J'espère que vous n'êtes pas trop bouche bée. Gênez-vous pas, gênez-vous pas. Bonjour, moi c'est Morgane. J'ai une question pour au niveau du dataverse et tout ça. Est-ce que c'est des choses qui commencent à vous intéresser, que vous regardez? Dans le fond, de plus en plus d'équipes peuvent développer des programmes. Avant c'était Excel. Là, on voit que c'est en train d'arriver, de mousser. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train d'être regardé pour notamment des DMU, des affaires du genre, et pour se connecter puis aller puiser ces données-là? C'est quoi le terme que tu as utilisé au début? Dataverse. Dataverse, OK. Ouais, je ne suis pas familier avec le terme. Ouais, c'est du Excel, dans le fond. Avant, tu pouvais mettre des données dans Excel. Maintenant, tu peux les mettre comme dans une base de données à côté. Okay, puis, okay. je me demandais s'il y avait de quoi qui était des bonnes pratiques ou des affaires du genre. Pas directement, mais l'idée aussi, c'est vraiment de démocratiser l'utilisation des données. Donc, peu importe votre utilisateur est rendu où, c'est pas obligé d'être des développeurs, c'est pas justement d'exporter en Excel puis que les gens se bâtissent des outils là-dessus, mais c'est parfaitement valable dans un data mesh. Donc, c'est ça qu'on veut faire, sauf que, dans le fond, on veut décrire notre... Si quelqu'un fait un data product qui est une feuille Excel, bien, c'en est un data product. C'est juste que ne faut pas s'attendre à avoir on ne peut pas l'interroger, avoir des milliers de clients qui s'interrogent dessus et tout ça. Là. Fait que c'est ça l'idée, mais c'est bien de le documenter quand même. C'est peut-être utile pour d'autres personnes, puis si c'est assez utile pour assez de monde, puis qu'on se rend compte qu'Excel arrive, mettons, à son pic, ce qu'on va sûrement arriver, mais peut-être qu'on va aller à la prochaine étape et le mettre dans un autre produit. Voilà. Salut. Allô. Je me demandais, en fait, j'ai un petit peu de la misère à visualiser le data mesh versus l'ownership du produit, en fait, ou de l'ownership du data, en fait, acquis, parce qu'en termes de développeurs, on se voit quand même être interrogé ou on veut avoir un certain ownership, justement, sur ces datas-là. Je veux savoir ton opinion là-dessus. Oui, c'est ça. Ben, l'idée, vraiment, c'est de dire les gens qui own les data products, les owners de data products, c'est les meilleures personnes placées dans l'entreprise pour le faire. Fait que, comme je disais ici, nous, ce qu'on est en train de prendre un peu comme virage, c'est qu'on a des systèmes qui vendent des billets, là, qui font des commandes. Puis, à place que ces systèmes-là envoient toutes leurs commandes dans l'équipe BI, puis que l'équipe BI, dans le fond, ils traitent un paquet d'autres données, bien, on va créer un data product vente, puis il va y avoir une équipe de données de vente qui va être mise là-dessus, puis parce qu'il y a plein de monde qui en a besoin, là, des données de vente, là, tout le monde dans l'entreprise quasiment en a besoin. Puis eux, dans le fond, vont avoir le ownership de ce dataset-là et ils vont avoir la responsabilité de le développer. Dans le fond, de développer, trouver qui en a besoin, pourquoi ils en ont besoin, qu'est-ce qu'ils ont besoin là-dedans, c'est quoi les critères de qualité qu'on a besoin, as-tu besoin que ce soit en temps réel ou ça peut être aux 24 heures ou à chaque heure, peu importe. Donc, c'est ça, c'est un peu là qu'on veut aller là, avec DataMesh. Bonjour, merci pour la présentation. J'avais une petite question parce que vous avez focusé beaucoup sur la grandeur de l'entreprise pour justifier un peu l'intégration du data mesh. Ça peut-tu s'appliquer aussi à une petite entreprise, mais qui aurait un gros volume de données? Oui, c'est ça. C'est pour ça que je disais, il n'y a pas de chiffre magique. On ne peut pas dire, mettons, après 5000 employés, mais là, c'est le temps de passer au data mesh. Ça dépend beaucoup du contexte. Puis je dirais même que peut-être que vous n'êtes pas rendu encore à l'étape de décentraliser, mais
je trouve que DataMesh est quand même une bonne approche, surtout la partie DataOps. Donc, la partie automatisée, le pipeline de données. C'est peut-être déjà le cas aussi, là, dans des petites entreprises, des fois, on bouge plus vite. Fait que cette partie-là permet d'être prêt, finalement, quand on va vouloir décentraliser. Puis dire, OK, à place d'avoir une seule équipe de données, bien là, peut-être qu'on en veut 2, on en veut 3 ou on en veut 4. T'sais. Vous allez savoir, finalement, si vous avez besoin d'avoir plusieurs équipes. C'est ça l'idée. C'est que DataMesh vous permet de mettre en place des équipes de data comme vous voulez, plutôt que d'avoir une approche qui est un peu l'approche de Data Warehouse qui disait, par définition, il faut que tout le monde soit dans la même équipe. C'est un peu ça l'idée. Bonjour. Point de vue master data management, si on a plusieurs data products, est-ce qu'il y en a qui sont plus appropriés pour un data product en particulier, ou s'il faut essayer de cibler pour prendre toujours le même master data management? C'est quoi votre orientation un peu? C'est une question très difficile. Ça dépend. Si vous avez un beau produit master data, là, donc nous, comme je disais, là, on a nos données de vente, là, puis on est en train d'en développer un, données de vente master data, là, mais il est en développement. En attendant, on a d'autres data products qui sont pas des master data, mais qui font la job pareil. Donc, c'est aussi des data products. Puis à un moment donné, on va switcher dans l'autre. À un moment donné, les deux vont vivre en même temps. Puis on va faire comme une transition vers le nouveau qui est, bon, pour nous, multiplateforme, là, parce que nous, on a plein de plateformes. Puis c'est ça pourquoi on veut mettre les ventes dans le même data product. Donc, voilà. Autre question? Sinon, dans le fond, je vais être autour aujourd'hui et demain. Donc, si vous voulez jaser sur l'heure du midi ou autre, je suis parfaitement ouvert. De ça ou peu importe. Puis c'est ça, je suis aussi dans l'organisation de l'Agile Tour, là, fait que je vais être là tout le long. Merci beaucoup d'avoir écouté. Ça me fait plaisir d'être ici devant vous. Et,